Oui, bonjour. Alors, je voudrais aujourd'hui repartir, vous savez, sur ce rêve de représentation un peu fou et folle. La représentation est folle et le rêve aussi, de la destinée de la métaphore, entendant par là la destinée de toute conversation humaine, entendant par là la destinée, essentiellement la conversation que j'appelle orchestrale, qui est en fait la conversation qui a dirigé l'histoire, qui dirige l'histoire humaine, qui est celle auquel tout le monde se raccroche finalement, et dans le sens final, sens de l'histoire qui était honni par les historiens, mais qui nous est bien, je veux dire, aujourd'hui proposé par l'unification mondiale de l'humanité et la société mondiale. L'unification qui indique a posteriori, ou je dirais rétroactivement, qui indique rétroactivement, oui, quels étaient le sens des histoires qui se sont passées et qui ont conduit à cette unification. Le but, c'était effectivement cette unification, bien entendu. Et pourquoi ? Parce que, dès qu'il y a la conversation qui constitue un groupe, parce que c'est une conversation qui constitue un groupe, cette conversation conduit à une unification au niveau supérieur d'un grand groupe par rapport au petit groupe, jusqu'au plus grand groupe possible qui est l'humanité. L'humanité n'est pas l'espèce humaine, l'humanité est le fragment contemporain de l'espèce, mais contrairement à toutes les autres espèces, ce fragment contemporain est en mesure d'orienter en quelque sorte par la politique de l'espèce, quelque chose comme ça, et est en mesure d'orienter la destinée de l'espèce, ce qui n'est le cas pour aucune autre espèce vivante, qui n'est pas orientée par une politique quelconque, mais par simplement la vie des unités vivantes et de la reproduction naturelle, qui est le fait de ces espèces. Alors est-ce que ça assurera à l'espèce humaine une plus grande longévité ? J'en doute fort, mais on ne sait jamais. En tout cas, si c'est le cas, ça sera parce que cette culture humaine, mondialisée, unifiée, sera capable d'une extrême sensibilité aux diverses aléas de sa propre existence, en quelque sorte, de ses propres tendances, et évidemment aux aléas de ses relations avec le reste de la vie, dont elle est tout de même partie prenante, et elle le sera longtemps, puisqu'on n'envisage pas aujourd'hui que l'humanité puisse quitter la Terre. Elle pourra peut-être la quitter un jour, mais pour l'instant, elle n'en est pas capable. Donc, je voudrais résumer un peu, si vous voulez, l'effort de représentation que j'ai essayé de faire depuis des années, sur des schémas à coordonnées cartésiennes plus ou moins, euclidiennes ou non, tout ça étant d'ailleurs, quand je prononce ces mots de mathématiques, il faut pas me prendre trop au sérieux, je veux dire, c'est simplement une façon de se représenter les choses, hein. Voilà, en 3 dimensions. En gros, c'est ce que l'informatique maintenant nous propose dès qu'on a des schémas en 2D ou en 3D. Ça n'est que ça. Alors c'est plus ou moins orthonormé. Pourquoi est-ce que c'est orthonormé ? C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des abscisses ordonnées et puis enfin, moi je préférais d'ailleurs l'abscisse. Bon, il y a l'abscisse, c'est le point de départ, hein, c'est la ligne horizontale, on pourrait dire. Là-dessus, vous avez une hauteur et une profondeur. Voilà, je trouve ça plus simple et plus facile pour s'en souvenir. Et puis, pourquoi est-ce que ça procède comme ça ? Pourquoi c'est orthonormé ? C'est pas du tout parce que, mais si vous voulez, j'utilise en quelque sorte ce modèle-là pour simplifier. C'est une question de simplification. Par exemple, s'il y a un point qu'on va situer sur un certain plan, par rapport, par exemple, à l'axe de la hauteur, la verticale, si vous voulez. Bon, s'il y a un symétrique de l'autre côté,
un autre point qui sera donc à égale distance, si vous voulez, de l'axe que le premier point, c'est pas parce que ça existe dans la réalité, c'est simplement parce que ça signifie quelque chose qui est que je fais l'hypothèse que lorsqu'il y a un courant, par exemple, d'idées ou n'importe quoi, vous voyez, qui passe d'un certain côté, il n'y a pas de raison que de l'autre côté, il y ait plus de force ou moins de force. Donc je reprends, oui, c'est-à-dire que ce sont des équivalences, en quelque sorte. C'est pour ça que j'utilise la représentation orthonormée pour évoquer, si vous voulez, cette similitude, vous voyez, voilà, la symétrie signifie simplement que s'il y a une force d'un côté, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas une autre aussi grande de l'autre côté. Voilà, des choses comme ça. Vous voyez, donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures, hein. Mais simplement, alors voilà, donc une fois dit cela, et j'y reviendrai plus parce que c'est vraiment des affaires de cuisine en quelque sorte, ce que je veux vous inviter à faire, c'est à travailler ça simplement cette idée que tout commence d'une certaine façon avec la parole. Alors on va dire au début était le verbe, etc. Et puis après on va reprendre, vous savez, on va dire mais Duclos finalement qu'est-ce qu'il fait, il reprend la Bible et puis au fond il reprend la Kabbale, il reprend, etc. Mais pas du tout. Je dirais si la Kabbale pense comme moi, tant mieux. Mais moi je me suis jamais inspiré de la Kabbale. Par contre effectivement, pourquoi est-ce que ça se finit par se ressembler? Tout simplement parce que vous avez des schémas dynamiques qui se ressemblent quand vous parlez de choses qui sont au fond je dirais celle de la culture humaine en général. Alors la parole est au commencement, mais il faut pas en faire une phrase religieuse, ça n'a rien à voir avec le verbe vous voyez, alors la parole est au commencement, ça signifie simplement que la culture humaine est définie par le fait de parole. Voilà. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas de culture humaine. Alors qu'est-ce que c'est que la parole? C'est un phénomène qui n'est pas simple. Parce que parole, ça vient de parabolum qui veut dire rapprocher. Hein, mais il ne s'agit pas d'un rapprochement physique au sens où il y a deux patates sur la table et moi je rapproche les deux patates jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'est pas ça. Hein, le rapprochement, c'est tiens, il y a une patate là, tiens, à gauche, tiens, il y a une patate à droite, et c'est bizarre, elles se ressemblent. Et d'ailleurs, par exemple, je sais pas quoi, moi, je préfère la patate de droite et j'aimerais bien, qui est grosse, et j'aimerais bien que toutes mes patates soient aussi grosses. Vous voyez, voilà. Alors, voilà, là, on est dans la parole. On est dans la parole. On n'est pas dans un geste qui n'a pas besoin de parole, vous remarquerez, qui consiste simplement à mettre une patate à côté de l'autre. Et pourtant, le mot parole veut dire rapprocher. Vous voyez ? Il s'agit bien d'un rapprochement qu'on va dire à visée symbolique. Alors, il y a une visée là-dedans, hein, parce que si je rapproche les deux patates, ou je rapproche, je sais pas quoi, deux montagnes, en disant, tiens, il y en a une qui est petite, l'autre qui est grande, et celle qui est grande, je sais pas quoi, elle peut servir, je sais rien, enfin bref, vous voyez, tous les objets que vous pouvez rapprocher, la parole est un rapprochement à visée symbolique. Je dirais pas qu'il est symbolique en lui-même, puisque symbolon, c'est jeter ensemble, et que parabolon, c'est plutôt rapprocher. Donc, entre le rapprochement et le jeter ensemble, il y a déjà un degré qui est que, voilà. Alors, on pourrait dire ceci, qu'effectivement, la visée du rapprochement, c'est non seulement de mettre ensemble, mais de fusionner. C'est-à-dire de dire qu'au fond, quelque chose de l'un se trouve dans l'autre d'une façon encore plus puissante, encore plus forte, etc. Hein, quelque chose comme ça. Alors, vous allez me dire, mais toutes les paroles ne sont pas dans ce but. Si, toutes les paroles sont dans ce but, mais elles s'ignorent, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que les paroles? Les paroles, ce sont des actes, n'est-ce pas? Et là, je suis pragmatiste et je ne suis pas, comment dire, sémioticien. Hein, et dans la bagarre entre Derrida et Searle, je choisis Searle. Par contre, je n'aime pas les insultes et les conneries qui ont pu s'exercer dans la rencontre entre Derrida et Searle. Et pourtant, il s'agit d'une rencontre absolument fondamentale. Et je prétends que Searle a raison, je dirais non pas au nom de la philosophie analytique, mais au nom de la pragmatique, c'est-à-dire au nom du fait que là, je suis d'accord avec évidemment le grand maître de Searle, Austin, c'est-à-dire que la parole est un acte. C'est un speech act, c'est un acte de parole. Nous posons un acte. Qu'est-ce que c'est qu'un acte? C'est quelque chose que nous posons
c'est un acte que nous effectuons, c'est-à-dire que un sujet, n'est-ce pas, pose quelque chose dans la parole, il le dit, n'est-ce pas, pour obtenir un effet qui est un effet sur l'autre, c'est-à-dire sur l'interlocuteur. Donc, il y a nécessairement des interlocuteurs. La parole ne se fait pas toute seule. Premièrement, elle se fait à plusieurs. Donc, dans ce que j'appelle une conversation. Conversare, c'est-à-dire que ça fabule ensemble. Confabulation, disait je ne sais qui, si Deleuze ou je ne sais Guattari. Bon. On parle ensemble, on ne parle pas tout seul. Et même quand on parle tout seul, on parle avec un autre soi-même qui est un personnage qui peut ensuite être plaqué sur la représentation que nous avons d'autres, et donc qui peut servir dans une conversation collective, comme quand un acteur répète son rôle, par exemple. Vous voyez. Donc, moi, je répète très souvent mon rôle, parce que j'ai besoin de me représenter l'effet que ça me fait sur moi, ce que je dis, ce qu'elle me fait sur moi, la parole en tant qu'auditeur, puisque je m'entends parler. Donc, ce qui ne veut pas dire que je m'écoute parler. Enfin, si je m'écoute parler, mais je m'écoute parler pas au sens dépréciatif, vous savez, de se rengorger, vous voyez, parce que celui qui s'écoute parler, il s'écoute aussi parler en public, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interlocuteur, sinon lui-même en toutes circonstances. Bon, c'est pas mon cas. Moi, je n'ai comme interlocuteur que moi-même, que dans les moments de préparation. Après, ou d'ailleurs, l'autre moi-même est vraiment quelqu'un qui essaye, si j'ose dire, de représenter quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc voilà, je est un autre en quelque sorte, mais pas n'importe quel jeu. Il y a plusieurs jeux dans une conversation. Bon, bref, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que la parole ne se fait pas toute seule. Mais elle ne se fait pas non plus seulement, si vous voulez, dans l'instant d'une demande, d'une réponse, ou etc. Elle se fait dans un processus d'évolution, un processus évolutif. Et ça, c'est un peu ce que j'essaie d'apporter. La formule de départ ne vient pas de moi, c'est Lévi-Strauss qui parlait de destinée de la métaphore. Et je pense qu'effectivement, toute métaphore, c'est-à-dire toute comparaison, c'est-à-dire en fait tout rapprochement, puisque on pourrait dire que la chose essentielle dans la façon de parler du contenu du rapprochement, c'est justement la métaphore. La métaphore, c'est le rapprochement à visée symbolique, etc., qui caractérise la parole. C'est son nom, si vous voulez, en termes de figure de style. Voilà. En termes de logique, à mon avis, c'est simplement rapprochement. Encore que le rapprochement n'est pas une place en logique, puisque, je veux dire, ou bien vous vous connectez, par exemple dans une bijection, ou bien il y a rien qui se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire rapprochement ? Pourtant, c'est bien l'acte qui est en train de se réaliser. Vous rapprochez, n'est-ce pas ? Et vous essayez de faire accepter ce rapprochement, l'intérêt de ce rapprochement à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc on n'est pas complètement dans la logique, on n'est pas complètement dans la figure de style, on n'est pas complètement dans d'autres façons encore de parler de la parole, si vous voulez. Mais c'est toujours approximatif, c'est jamais complet, et pourtant il y a bien quelque chose de fort. Alors c'est ça que je veux dire. La parole, sa deuxième caractéristique, après le fait qu'elle se situe essentielle, troisième, si vous voulez, rapprochement, processus de rapprochement de plus en plus fort jusqu'à l'unification et à la fusion. Et puis l'oubli en fait du fait qu'il y avait deux éléments, ce que j'appellerais la catacrèse. Bon, voilà, il y a une destinée de la parole qui va, on pourrait dire, du rapprochement à la catacrèse, on pourrait dire ça, du rapprochement à la fusion, du rapprochement à l'autoréférence, pour parler des contenus. Bon, voilà, ça c'est un point essentiel. Et le dernier point encore plus essentiel, c'est qu'il y a des paroles qui comptent et des paroles qui ne comptent pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par paroles qui comptent ? Les paroles qui comptent sont les paroles qui relèvent de conversations qui se situent au niveau de ce qu'on pourrait appeler des conversations orchestrales, c'est-à-dire des conversations importantes pour tout le monde. Vous voyez ? Et pour l'instant, il n'y a pas une conversation qui soit plus importante pour tout le monde que la conversation mondiale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, vous pouvez chercher, il n'y en a pas. C'est à ce niveau-là qu'on va décider si on se bombarde avec des bombes atomiques ou pas, si on extermine la planète ou pas, si on détruit la nature ou pas, si on fait la guerre ensemble, je ne sais pas à quelle portion de civilisation ou pas. Je veux dire, c'est la conversation importante. C'est d'elle que va découler le fait qu'on va avoir débouché des migrants ou pas, etc. Vous voyez, vous comprenez, qu'on est organisé de telle façon, que le couple va tenir de telle façon, parce qu'on va reconnaître au niveau mondial le mariage gay ou pas, etc. Je veux dire, c'est ça la conversation importante, ce que d'autres appelleraient la conversation politique, si vous voulez. Bon. Je pense que cette conversation, qui est une conversation fondamentalement globale, est une conversation qui si vous voulez, englobe des conversations plus précises, qui, elles, peuvent avoir des effets plus limités. La conversation au niveau de la commune, est-ce qu'on va planter un lampadaire ici ? Est-ce qu'on va faire une Xème maison de la culture ou un Xème hangar pour se réunir où il n'y aura jamais personne ?
Est-ce qu'on va refaire le centre-ville autour du supermarché, etc., etc. Bon, voilà, ça dépend évidemment de la première conversation, mais c'est quand même une conversation à but limité, etc. Puis il y a des conversations qui sont, semble-t-il, encore plus petites, qui seraient des conversations, la bagarre de couple, etc., qui sera évidemment traversée également par des éléments généraux, avec des mots qui sont les mots de tout le monde, les mots qui traversent toute une génération, etc. Par exemple, on va pas dire ah, c'était formidable, on va dire c'était cool. Bon, voilà, par exemple, là, il y a un changement, mais tout le monde dit c'est cool. Bon, moi, je dis pas cool parce que je trouve ça chiant. Mais pourquoi je dis ça? Parce que je suis vieux. Si j'étais jeune, je dirais cool sans aucun problème. Donc, si vous voulez, on a l'impression aussi que là, il y a des choses, et quand je dis cool, cool, c'est vraiment un mot qui est employé par tout le monde dans le monde entier. Presque aussi bien par les Chinois que vous voyez que même si le mot vient des Américains et qui signifiait au départ plutôt un réfrigérant, cooling, je sais pas quoi, fluid, plutôt que simplement ah bah c'est bien dans tous les sens, vous voyez, c'est bien. Ganz genau, diraient les Allemands, voilà. Bon, alors maintenant, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la conversation mondiale n'a pas toujours existé. Il y a évidemment des courants dans la conversation mondiale qui fait qu'elle n'est jamais parfaite, qu'elle n'est jamais complète, qu'il y a des oppositions, qu'il y a d'abord une culture chinoise ou indienne ou je sais pas quoi, qui représente des milliards de gens qui sont pas rentrés encore à 80-90% dans la culture mondiale. Donc il y a des résistances, donc ça n'est pas complètement fait, etc., etc., bien entendu. Et puis il y a eu surtout un temps relativement récent, ou à peine une vingtaine d'années, où la culture mondiale n'avait pas encore triomphé, il y avait encore la guerre froide, il y avait encore, enfin, ici, ou des résidus de la guerre froide, et il y a encore des remugles, il y a encore des remontées de ça, si vous voulez. Tout n'est pas terminé. Mais néanmoins, la tendance générale, c'est toujours qu'il y ait, à n'importe quelle échelle et dans n'importe quel temps, quelque chose qui conduit à une émergence, si vous voulez, d'une culture plus importante que les autres. Quand je dis plus importante, c'est pas une appréciation morale, évidemment, c'est pas qu'elle est meilleure. Plus importante au sens où elle est plus englobante. Bon. Et donc, elle surdétermine les autres, elle les façonne, elle les refaçonne. Moi, ce que j'appelle la différence essentielle entre, si vous voulez, en polarisant les deux choses, en disant, voilà, il y a quelque chose qui est du côté du plus vaste, que j'appelle la sociétale, et il y a quelque chose qui est du côté du plus petit, irrépressible, c'est-à-dire l'intimité à travers lesquelles les individus parlent, qui va s'appeler le familier. La tendance des sociologues, c'est de vous expliquer que le familier est entièrement construit, ou des anthropologues, entièrement construit par le sociétal. Non, c'est faux. Il y a une résistance. C'est comme le chien dent, ça repousse. Je veux dire, il y a des choses qui existent à la base. Il y a des mots qui sont réinventés en permanence par les petits groupes familiers. C'est-à-dire, le familier n'est pas simplement quelque chose qui est subordonné, si vous voulez, au sociétal. Néanmoins, et donc vous avez une contradiction. Donc cette contradiction est fondamentale. Néanmoins, même si mettons, la parole du familier ne disparaît pas et qu'elle réapparaît dans des relations familières qui sont largement, évidemment, imbibées de culture globale, néanmoins, il y a tout de même une résistance particulière parce que la parole, c'est un corps humain, cerveau compris, bien sûr, un corps humain entier, n'est-ce pas, vivant, qui parle à un autre corps vivant entier, etc. Hein, voilà. C'est pas un signifiant qui parle à un autre signifiant, comme disait Lacan. Ça, c'est vrai, mais c'est partiellement vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, le signifiant n'est jamais pur. C'est-à-dire ensuite parce que tout simplement même si vous parlez français par exemple qui est une langue importante qui en participe en quelque sorte par ses affinités avec d'autres à on pourrait dire une parole globale, néanmoins si vous voulez vous avez une certaine façon de parler français qui finit par être une façon, un style qui finit par être un style individuel et pas seulement social, c'est pas seulement un style corporatif. Bon, et donc c'est tout à fait fondamental. Donc, ce que je crois, vous voyez, je ne crois pas que les choses se résorbent complètement dans une essence. Je ne crois pas non plus avec les sémioticiens ou Derrida que un texte parle à un autre texte, qui parle à un autre texte, qui parle à un autre texte, c'est-à-dire l'équivalent de ce que disait Lacan sur le signifiant qui parle à un signifiant, qui parle à un signifiant, ou l'équivalent de Bourdieu qui disait un col, ça n'est pas un ouvrier qui parle à un patron, c'est un col bleu qui parle à un col blanc, qui parle à un col bleu, qui parle à un col blanc, etc. C'est-à-dire, tout ça, c'est la même chose, vous voyez. C'était forcer les gens à essayer de penser l'importance des structures symboliques sur eux-mêmes. Et c'était une époque très importante, ce qu'on a appelé le linguistic turn, vous voyez. Bien sûr, moi, je renonce absolument pas à ça, mais ils sont allés trop loin.
dans leur volonté de démonstration, et il y a encore les sémioticiens aujourd'hui qui sont branchés sur les affaires de communication et qui essaient de vous démontrer qu'il n'y a que de la communication, il n'y a pas de contenu, il n'y a que de la communication. C'est faux, bien entendu c'est faux, parce que si c'était comme ça ne marcherait pas. Parce que nous serions des robots. Or, nous ne sommes pas des robots de la langue. La parole, si vous voulez, implique quelque chose qui justement va au-delà de ça. Alors, la parole est un phénomène paradoxal qui constitue une faille. Alors pourquoi une faille dans laquelle justement on pourrait dire des effets de sujet se produisent, mais c'est pas des effets des sujets programmables ou prescriptibles. C'est des effets de sujet qui sont liés à une faille, vous voyez, à une faille. Alors et la faille permet de rejoindre quelque chose qui est du côté du corps et de la singularité, et par conséquent c'est pas des machines désirantes dans cette espèce d'horrible expression de Lesegatari, qui par certains côtés sont comme des fous dangereux, je veux dire, bien qu'ils aient été aussi l'un philosophe relativement respectable à Paris 8 et l'autre plutôt un psychiatre lié, pas un psychiatre, un psychologue, enfin en tout cas bon, lié aux affaires de Laborde et une autre façon, ce qu'on appelait la psychiatrie institutionnelle, lui-même ayant été d'ailleurs analysé par Lacan dans les années 50, comme le rappelle Wikipédia, d'où je tire ma mémoire, c'est pas bon. Alors encore évidemment, voilà. Bon, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est pas méprisant, c'est un peu énervé, parce que d'abord ça a fait masse, ça a fait foule, ça a fait véritablement organisation, et quand il y a les organisations qui se constituent comme ça, quand il n'y a pas justement de vieux personnages, vous voyez, tutélaires qui viennent un peu ramener de l'ordre, je dirais humain, soit du côté de Lacan même dans ses folies, etc., soit du côté d'Houry, qui avait repris Laborde. Bon, il avait pris Laborde. Moi, si vous voulez, bon, je pense que ces organisations finissent par constituer des groupes, des collectifs de militants qui finissent par effectivement faire le contraire de ce qui avait été pensé au départ, et où toute la bonne volonté humaine qui est au départ finit par passer derrière des slogans et derrière des fonctionnements militaires. C'est particulièrement frappant, par exemple, pour les bourdieusiens, qui sont une organisation militaire qui essaye dans le domaine des sciences humaines de casser la figure à tout ce qui n'est pas eux et de placer leur genre. On a vu ça aussi chez les Lacaniens, on a ça chez les Ouriens, etc. Et ça, c'est absolument tragique. Et donc, si vous voulez, et pourquoi ont-ils été capables, je dirais, ces grands parleurs, en quelque sorte, ces hauts parleurs, dans des hauts lieux, vous voyez, de fabriquer comme ça, je veux dire, à leur corps défendant, on pourrait même dire vraiment la bonne expression, à leur corps défendant, ces petites armées je dirais, de sectaires. Pourquoi ont-ils, et donc finalement de gens qui font le contraire de ce qui avait été au départ, la transformation par exemple de Laborde est flagrante, quand on chasse les gens du château par exemple, si vous voulez, je crois que c'est absolument décisif, il faut bien comprendre ce qui se passe. Il y a d'abord un élément de simplicité dans la théorie, je dirais même de simplification outrancière, qui après fait boulevard littéralement pour pouvoir avoir des formules répétitives et pouvoir commencer à constituer des slogans devant lesquels, si vous voulez, on salue militairement en disant ah oui, hop, oui, c'est le montée du drapeau, vous comprenez. Bon, alors moi, je suis absolument révulsé par ça, et c'est pour ça que je pense que mon époque à moi, et même si je suis déjà un peu vieux, consiste à essayer de redresser le bâton, comme disait l'autre, c'est-à-dire de redresser la barre, on va dire. C'est-à-dire précisément de reprendre en main, je dirais, toutes ces formules pour en extraire un peu ce qui est bon et puis aussi voir ce qui est mauvais. Bon, alors en particulier sur ce que je viens de dire, je pense qu'il est tout à fait essentiel de se souvenir que nous ne sommes pas que des signifiants, nous ne sommes pas que des machines désirantes, nous ne sommes pas que... Que sommes-nous? Est-ce qu'on va revenir à la vieille notion du sujet cartésien, etc.? Non, bien sûr que non. Non, on va simplement considérer que ces systèmes, ces machines, ces machins, sont des trucs qui sont faillés, c'est-à-dire qu'il y a une faille dedans. Vous voyez, il y a un trou dedans, ça ne marche pas. Ce sont des machins qui ne marchent pas. Et c'est parce que, ou ça marche un peu et jamais complètement. Et c'est parce qu'il y a une faille dedans qu'il y a justement ce qu'on peut appeler des effets de sujet. Ces effets de sujet ne sont pas des effets au sens, vous savez, où on dirait, bah tiens, il y a une vibration, là, il y a un bruit dans le moteur, etc. Et le moteur tourne. Non, ça faille complètement le système. Et tout le système est réorienté par rapport à cette faille. Et cette faille permet quelque chose qui est un véritable miracle, on peut tout de même le dire, même si on n'a pas une vision religieuse, même si on n'a pas un entendement religieux de la notion de miracle, miraculeux parce que, si vous voulez, la faille crée une liberté.
Et là, on retrouve quelque chose, si vous voulez, de ce qui était dit autrefois, mais il faut évidemment le développer. La liberté n'est pas, si vous voulez, une sorte de point qui va faire que l'individu va devenir une espèce de miracle ambulant, vous voyez, où, enfin, il va directement être inspiré par Dieu. Il aura Dieu non seulement dans sa glande pinéale, mais aussi dans sa poche et aussi dans l'ensemble de son cerveau. Et finalement, ça sera juste une étincelle divine. Et finalement, ça sera encore d'ailleurs une forme religieuse, disons, de quelque chose qui ne s'appartient pas. Il y a quelque chose en propre. Et ce quelque chose en propre, c'est justement ce qui, je dirais, dans la localisation même du corps vivant, n'est-ce pas, s'affronte en quelque sorte à la folie du langage, s'affronte à la faille du langage, et est bien obligé de se déterminer dans une espèce de liberté. C'est-à-dire que le langage nous laisse en plan. Il nous laisse tomber, vous voyez. Il nous laisse tomber. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ce qu'on appelle les fous, sont souvent des gens qui vont chercher dans le langage, dans les incrustations les plus minuscules du langage, quelque chose qui enfin les ferait tenir. Vous voyez. Parce que, justement, le langage nous laisse tomber. Comme disait Lacan, la vérité ne peut que se mi-dire, mais enfin, on pourrait le dire d'autres façons, mi-dire à 14h, tiens, excusez-moi. Mais, bref, voilà, vous voyez, petite folie, mais justement, la folie est partout dans le langage. Et heureusement, d'une certaine façon. Alors évidemment, le langage nous laisse tomber, c'est pas une raison, nous, pour laisser tomber le langage. C'est-à-dire que c'est pas une raison pour laisser tomber quelque chose qui essaye de dire quelque chose à l'autre, et avec qui on pourrait essayer de faire quelque chose qui serait pas si mal. Vous voyez ? Mais tout en ayant bien conscience que tout ça est complètement périlleux, et complètement arbitraire, et tout de même fondé sur la liberté que nous laisse vivre la faille du langage. Oui. Ça, c'est fondamental. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette notion de faille, et oui, parce que d'où surgirait, si vous voulez, d'où surgit, je dirais, une échappée, et cette échappée belle ou pas belle, parce qu'elle peut être pas belle, mais cette échappée, si vous voulez, et précisément ce qui peut nous permettre de parler d'un sujet, pas seulement au sens althussérien, d'une suggestion, d'un assujettissement, mais, je dirais, d'un auteur, c'est-à-dire de quelque chose qui de quelqu'un qui effectivement doit d'une certaine façon certainement faire acte d'allégeance. Il le fait en parlant correctement d'ailleurs, mais il ne peut faire acte d'allégeance, cet auteur, que s'il est libre. Il est libre, si vous voulez, de s'enfermer. Il est libre d'être un sujet. Il est libre de s'assujettir. C'est paradoxal. Le paradoxe est au cœur de la parole. Voilà ce que j'avais à dire, voilà ce que j'ai à dire, et ce qui est fondamental, le paradoxe est au cœur de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand la parole poursuit son propre processus au travers d'une conversation, elle finit par buter sur le symbole, c'est-à-dire sur le paradoxe. Parce qu'une fois qu'elle a rassemblé, ou non seulement rapproché, mais rassemblé, et dit voilà, tout ça c'est la même chose, et qu'il n'y a plus besoin de deux mots ou de deux imaginaires différents, mais en un seul, pour pouvoir dire quelque chose qui est diquet, c'est-à-dire qui est dit, ceci est dit. C'est dit maintenant, vous voyez, c'est dit, c'est-à-dire que ça y est, c'est la loi, c'est l'ordre, etc. Eh bien là, nous rentrons dans le paradoxe à plein tube. Oui, la destinée de la métaphore, c'est le paradoxe. Voilà. Et alors, ça a été découvert plusieurs fois, ce que je dis, vous voyez. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas si simple que ça, au sens où ce processus est un processus qui n'est pas aussi simple que ça, qui est un peu compliqué, pour plusieurs raisons. Premièrement, la parole ne vient pas de la parole. Il y a quelque chose avant la parole. Qu'est-ce qu'il y a avant la parole ? Eh ben, il y a un peu ce qu'on va reprocher au chien. Il ne lui manque que la parole. Sauf que nous attribuons au chien quelque chose qui est justement d'abord arrivé aux hommes. Et à mon avis, qui n'arrivera pas au chien, ça lui arrive un petit peu quand il regarde, par exemple, au lieu de regarder le bâton, il regarde les yeux de l'homme qui va lancer le bâton, ce que ne peut pas faire le loup. Déjà, il se rapproche un peu de l'homme. Mais ce qui est arrivé aux humains, ça fait déjà peut-être 70 000 ans ou 100 000 ans, un peu moins, je ne sais pas exactement, je crois qu'on ne le sait pas très bien. C'est quelque chose qui est le prémisse, si vous voulez, de la parole, et qui est probablement constitué par une intention probablement inconsciente. Cette intention, c'est laquelle ? C'est de fabriquer du grand groupe à partir du petit. Vous voyez ? Ça, c'est une hypothèse extérieure à la psychanalyse. C'est une hypothèse extérieure à la sémiotique. C'est une hypothèse réaliste. Et j'y tiens, vous voyez, mais alors vraiment, parce que s'il n'y a pas ça, votre faille, au bout du coup, elle disparaît. Si vous pensez que du texte produit du texte, qui produit du texte, qui produit du texte, qui produit à l'infini, et qu'il y a aucune sortie, et qu'il y a aucune entrée, vous êtes tout simplement vous-même un fou.
C'est-à-dire que vous produisez la philosophie folle. Et cette philosophie folle, moi je vous dis que au bout d'un moment donné, elle fait beaucoup plus de mal que de bien. Bon. Donc, je ne suis pas pour virer Derrida des universités américaines. Je ne suis pas un Sokal avec une espèce de méchanceté qui leur plutôt été inspiré très probablement par leur maître à tous, qui était Chomsky et qui était l'anti-intellectuel radical et en plus avec une haine terrible de la façon dont il avait été piégé dans certaines affaires à propos de l'antisémitisme. Voilà, tout ça c'est complexe si vous voulez, mais ce que lui-même Chomsky racontait à propos de l'émergence du langage comme mutation physique dans le cerveau d'un de nos ancêtres, qui s'est brusquement mis à parler tout seul sans doute, tout ça est absurde. Complètement absurde, il a jamais réussi à faire des machines qui parlent, sa théorie de la grammaire générative est probablement largement insuffisante, elle est pas fausse, mais elle est insuffisante, voilà. Il y a des discussions passionnantes avec Piaget qui ont été mises sous le boisseau, parce que Piaget lui faisait remarquer tout de même que le progrès des enfants dans la parole n'avait rien à voir avec ce processus dont Chomsky faisait l'hypothèse. Il y a des choses tout à fait extraordinaires dans ce grand débat qui avait été organisé dans les années 70, je ne sais plus où, je sais plus, c'est en France de toute façon, et où Chomsky se déshabille, il se fout à poil, si j'ose dire, enfin symboliquement, naturellement, vous voyez. C'est-à-dire où en fait ils disent vraiment ce qu'ils pensent. Ils se ramènent pas à quelques formules pseudo-scientifiques, ils disent ce qu'ils pensent. Et là on voit bien que sa pensée est limitée, si vous voulez. Chomsky a toujours été considéré comme l'espèce de personnage tutélaire, tout de même du MIT, c'est-à-dire le plus grand organisme de technosciences des États-Unis. Bon. Donc si vous voulez, moi je dirais que je respecte l'intelligentsia française, je ne ferai pas une charrette pour leur faire couper la tête tous ensemble de la Tour à Lacan en passant par je sais plus qui, Derrida, etc., comme Sokal l'a fait, ce qui a bien servi un certain nombre de gens qui commençaient à en avoir marre. D'autant qu'en fait cette opération n'a été tentée que lorsque ils se sont rendus compte que tout ce qui tournait autour de Lacan, etc., en fait, commençait à s'attaquer à la science en tant que telle, c'est-à-dire qu'ils s'attaquaient au sujet scientifique, ils mettaient en cause le sujet de la science. Et ils avaient raison. Il n'y a pas comme ça un pur sujet de la science qui est au-dessus de l'objectivité et qui ne fait que produire l'objectivité. Produire l'objectivité, c'est qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez, bon. Qu'est-ce que c'est que le sujet de la science? Donc, dans cette mise en cause, ils avaient raison. Là où ils avaient tort, c'est sur un point, au fond, encore une fois, bien précis et qui n'ont que très rarement atteint, qui était ce que j'appelle la faille. La faille, c'est dont Lacan parlait. Lacan, au contraire, il était quelqu'un qui avait tout à fait reconnu. Lacan, d'ailleurs, était quelqu'un qui, à mon avis, partageait avec moi un libertarisme, je dirais, intellectuel, qui était tout de même assez poussé, puisqu'il a essayé de se débarrasser de ses suiveurs, de son folk, puisque folk, c'est to follow, c'est les suiveurs. Il a essayé de se débarrasser du folk personnel, je veux dire, à plusieurs reprises, en secouant la couverture des associations de psychanalystes. Il n'a jamais réussi. C'est-à-dire que même la passe, qui était tout de même une espèce de machin littéralement, comment dirais-je, surréaliste, vous savez, pour faire analyser les analystes par les analysants, fallait tout de même le penser. Et ben même ça, ils ont réussi, vous voyez, à le bureaucratiser. Donc c'est tout de même incroyable. Je veux dire, voilà, l'association de psychanalystes est comme n'importe quel fonctionnement humain, un machin qui tend à fabriquer du groupe et du grand groupe par rapport au petit. Et donc il embrigade, vous savez, bon, c'est comme Daesh, mais peut-être en moins dangereux, d'accord, c'est moins dangereux, il coupe pas les têtes de la même façon. Les Américains disent qu'ils les rétrécissent les têtes. Bon, c'est bon, je suis très méchant, je suis très méchant, d'autant que c'est un petit peu je dirais presque ma corporation. Bon, faut pas dire du mal de ses copains et cracher dans la soupe d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de soupe. Bon, c'est pour moi, c'est évidemment c'est trop facile. Donc donc je mettrais tout de même un moderato dans cet énervement, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a tout de même quelque chose qui vraiment avec lequel il faut maintenant faire rupture. Il est temps de le faire. On n'a plus de Sokal sur le dos, ils nous emmerdent plus, ils sont plus là, ils sont partis faire, ils se sont repliés dans des replis matriciels du cognitivisme. Ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Par ailleurs, ils produisent des robots de plus en plus perfectionnés qui sont capables de courir, de marcher, etc. Et bientôt de s'occuper de la solitude des vieux. Donc de toute façon, ils sont partis là-dedans, ce qui est probablement assez monstrueux d'ailleurs, mais
bon, je pense qu'on bon, et puis il y a certains ont travaillé sur la perception, sur jusqu'à s'apercevoir de choses que peut-être Lacan avait dit 40 ou 50 ans avant, mais ça fait rien. On leur laisse faire leur expérience. Vous savez, c'est Billy the Kid, quoi. Billy the Kid, c'est un gosse. L'emmerdant, c'est qu'il tue tout le monde sur son passage. Bon, bah, il faut faire un peu attention. Voilà, il faut peut-être lui mettre des pétards à la place de ses balles, mais lui enlever son colt et lui filer à jouer en plastique, je sais pas, mais bon, j'exagère, mais je veux dire, voilà, en gros, il faut empêcher de nuire des gens qui ont des idées trop arrêtées, dans n'importe quel domaine. Mais, voilà, mais une fois dit ça, il faut maintenant se tourner vers la faille. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ce qui est en train de se passer quand on parle. Alors, il y a quelque chose d'extérieur, quelque chose qui vient avant la parole. Ce qui vient avant la parole, c'est la nécessité de la parole. C'est la nécessité de la parole. Voilà. Ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, et ça donne effectivement une vision historiciste et une vision, on pourrait dire, presque paléontologique, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Vous savez, le découpage histoire-préhistoire, il faut vraiment être, je veux dire, un gardien de musée pour pouvoir la prendre au sérieux. Évidemment, il y a une continuité. Enfin, c'est absurde. Donc, si vous voulez, moi, je fais remonter l'histoire à quelque chose qui serait déjà de l'ordre d'une paléontologie, c'est-à-dire, ou d'une ontologie de l'humain qui commence avec quoi? Avec la parole. Mais ça a été préparé. Il y a quelque chose avant. Alors, ce quelque chose avant, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce quelque chose avant n'est pas de l'ordre de la pierre taillée. La faille, c'est pas la pierre taillée. Non, parce que la pierre taillée, on se rend compte que même les singes y arrivent. Et d'ailleurs, des fois, on se demande vraiment si c'est des singes ou des humains qui ont des humains sapiens qui ont taillé la pierre pendant des millions d'années. Vous voyez, il est bien possible que ce soit juste des singes. Vous voyez, ce qu'on appellerait aujourd'hui des singes, c'est-à-dire des primates, certes un peu évolués, mais qui évidemment ne parlent pas. Bon, donc on peut tout à fait faire la pierre taillée sans parler. Faire du feu, peut-être pas. Ça, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, quand vous commencez à varier les supports du taillage, etc., quand vous commencez à faire un plan un peu d'organisation de l'endroit où vous vivez, etc., là, on est parti dans autre chose. Mais là, semble-t-il, c'est pas avant 100 000 ans. Peut-être dans certains cas extrêmement rares, mais enfin, je ne sais pas, c'est même pas évident. Moi, je dirais plutôt 70 000 ans, passage de la Corne de l'Afrique, out of Africa, une fois de plus, mais cette fois-ci dans des conditions du parlage. Alors, le parlage est préparé par quoi? Préparé par la nécessité du parlage. Je dis bien parlage, je dis pas langage, je dis parlage, c'est-à-dire parler. Bon. Pourquoi est-ce que c'est préparé en quel sens? Non pas au sens justement de la pierre taillée, bien que ça a sûrement joué, hein. Je veux dire, il faut déjà que l'homme qui va parler puisse d'ailleurs parler, plus ou moins, c'est-à-dire enfin puisse utiliser les cordes vocales. Quoiqu'encore, c'est pas absolument nécessaire, on l'a déjà démontré. Mais il faut surtout qu'il ait une stature redressée. Il faut qu'il ait un cerveau suffisamment gros. Il faut que, etc. Il y a une sorte de conditions. Mais bien entendu, je vais pas nier ça. Mais dans ces conditions évolutionnaires, si vous voulez, qui sont là, qui sont considérées comme étant là, avec ou non mutation, c'est pas un problème. Et ça ne parle pas, mais ça va parler. Et pourquoi ça va parler? Parce qu'il y a quelque chose d'intermédiaire entre l'évolution et l'histoire, entre l'évolution et l'histoire de la parole, l'histoire humaine de la culture, c'est-à-dire l'histoire de la parole, c'est pareil. De la parole, encore une fois, dans sa propension à faire des grandes conversations, eh bien, justement, c'est que le but de la parole, c'est de faire grand. Le but de la parole, c'est de faire qu'un grand groupe se substitue au petit, parce que si vous n'avez pas le grand groupe, le petit groupe, il est mort. Il est mort parce qu'on a une situation de guerre absolument exceptionnelle. Je pense qu'il y a des écologies, des sites écologiques, des moules écologiques qui préparent, si vous voulez, l'invention humaine, ou l'invention, n'importe quelle invention. La démocratie a été inventée, qu'on le veuille ou non, et dans un sens relativement universel. Je dirais relativement, parce que c'est pas bon. Ici, on peut pas limiter ça au vote, ou c'est pas simplement les égorias ou la. Bon, c'est des choses un peu plus précises. Mais vous avez un ensemble de choses qui vont s'appeler la démocratie et qui n'a pu exister qu'en Grèce, dans la Grèce des îles notamment, ou dans la Grèce côtière, etc. Et pour une série de raisons sur lesquelles je vais pas revenir aujourd'hui. Mais si vous voulez, il y a une espèce de moule écologique qui fabrique ce qu'on appelle la démocratie. Après, la démocratie, c'est une idée qui peut circuler dans le monde, qui peut même se répandre complètement, mais elle a une origine, ou elle a quelques origines qui, au départ, sont situées, sont in situ. Vous voyez, parce que si vous n'avez pas ce site, vous n'avez pas le rite, enfin vous n'avez pas ce qui va avec et ce qui permet de développer une certaine orientation. Je pense que c'est pareil pour la parole. Il fallait un site qu'on va appeler peut-être le Rift, qu'on va appeler peut-être la Corne de l'Afrique, qu'on va appeler peut-être, je sais pas, moi, les débuts de l'Arabie ou les débuts, en tout cas, il y a un endroit sur la planète où
par lequel les hommes doivent passer, puisqu'ils viennent tous d'Afrique à ce moment-là, sans exception, à quelques générations près, je veux dire, il y a eu plusieurs générations de sorties d'Out of Africa, mais au moment où on parle, on va commencer à parler, tout le monde est encore en Afrique. Bon, et ce monde-là, il s'encombre au portillon en quelque sorte. Et ce portillon est fondamental, puisque s'il n'y a pas ce portillon, il n'y a pas une densité et en même temps une rareté, je dirais, dans les biens matériels et dans l'accès à la nourriture, qui fait que vous avez un état de guerre permanente. La guerre existe déjà chez les primates, elle existe encore, j'entends guerre, exterminer un autre groupe d'apparentés, lutter pendant des années pour exterminer un autre groupe de la même parenté, ça existe chez les chimpanzés déjà. Donc la guerre existe déjà en tant que phénomène fondamental. Mais elle n'est pas, si vous voulez, densifiée au point qu'on risque sa peau à chaque fois qu'on sort, quoi. Bon, un truc comme ça. Or, c'est probablement ce qui s'est passé. C'est une expérience en pensée, mais c'est une expérience qui a une logique. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne peut pas faire l'hypothèse d'une préparation matérielle de la parole s'il n'y a pas d'abord quelque chose qui force à la parole. C'est pas juste une évolution comme ça, brusquement, on a inventé un machin, ouais, on trouve que les carottes salées sont meilleures, comme les babouins de je ne sais pas quel coin, ou c'est pas des babouins, bref. Vous savez, alors oui tiens, on va inventer les harems, parce que les harems, ça permet à chaque mâle d'avoir plusieurs femelles, mais en même temps ils se contrôlent les uns les autres, et ça fait les pyramides, vous savez, multisociales, là, comme chez les babouins, qui sont d'ailleurs descendus de l'arbre bien avant nous, etc. Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que les babouins, ils sont descendus de l'arbre bien avant nous. Ils sont allés dans les steppes bien avant nous. Et le fait est, c'est qu'ils y sont allés trop tôt parce qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de se redresser vraiment. Vous voyez ? Alors que nous, d'une certaine façon, on s'est redressé progressivement, bon, etc. Et puis, le moment où il a fallu vraiment qu'on commence à fabriquer des grandes hordes, des grandes de 300, 400, peut-être 500, peut-être 1000 individus, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts. Seulement, il a fallu le faire. Pourquoi il a fallu le faire ? Parce que si on le fait pas, chaque petit groupe est bouffé par les autres, est bouffé par les babouins, est bouffé par tout le monde, dans des endroits qui deviennent extrêmement dangereux. Voilà. Et en plus, du fait d'espèces qui sont très proches des nôtres, ou de la même espèce. Vous voyez ? Donc, on s'entretue. Voilà. Et si vous voulez, le problème, c'est ça tout de même. Parce que seul à ce moment-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de fabriquer un grand groupe. Or, vous pouvez fabriquer un grand groupe que si vous arrivez à projeter sur le grand groupe l'instinct de solidarité, si vous voulez, le sentiment de solidarité intime qui existe au niveau du petit groupe familial. Vous voyez ? Autrement dit, vous devez pouvoir à un moment donné aboutir, non pas au raisonnement, mais au sentiment, selon lequel vous êtes autant ou plus solidaire pour l'héroïsme nécessaire, n'est-ce pas ? Vous allez mourir pour votre grand groupe autant que pour votre groupe familier. Et ça, c'est un saut qualitatif. Et ce qui est même bizarre, c'est que personne n'a remarqué, je dis même personne, parce que jusqu'à ce que je dis maintenant, personne ne l'avait remarqué. Enfin, je veux dire, vous trouvez pas ça dans les théories de naissance du langage. Les théories de naissance du langage sont des trucs abracadabrants. Mais la plupart du temps, de grands savants spécialistes de telle et telle chose, je sais pas quoi, l'os des mâchoires, chez je ne sais plus, je sais pas quoi, chez machin Anthropus, on commence à leur demander, mais, dites-nous quelque chose, monsieur le savant, sur l'origine de l'homme et sur l'origine du langage, et ils vont sortir des élucubrations invraisemblables parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la culture. Ils n'ont jamais travaillé sur ce que c'est que la culture. Ils n'ont jamais travaillé sur la parole. Ils n'ont jamais comment voulez-vous? Ils ont travaillé sur les ossements, sur la forme des os. Comment voulez-vous qu'ils puissent sortir un discours cohérent sur l'origine de l'humain? À un moment donné, ça commence à faire bien que ces gens-là aient la parole sur absolument tout, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est que la parole, précisément. Vous voyez? Donc, il faut tout de même peut-être se tourner vers d'autres spécialités. Et à un moment donné, on a le droit d'être un peu en colère sur le fait que plein d'argent va à ces gens-là pour faire des musées de l'homme ou des musées de machin, des expositions énormes qui coûtent un fric fou, alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne précisément la parole. Donc, moi, je suis bien obligé de faire une hypothèse du départ de la parole, parce que, tout simplement, on ne peut pas imaginer que la parole soit née comme ça spontanément, ou d'une mutation. C'est absurde. Vous voyez, elle est née, parce que vous pouvez pas imaginer une mutation simultanément dans un millier de personnes. Or, la parole se fait à plusieurs. La parole n'a pas un commencement solitaire. Bien entendu, il faut que les humains soient prêts. Mais, je veux dire physiologiquement et je veux dire anatomiquement, il faut qu'ils soient prêts. Mais ils sont prêts depuis longtemps déjà, probablement. Vous voyez, et il y a déjà probablement des embryons, des éléments, de choses qui nous rapprochent, mais il n'y a pas le phénomène. Ça ne démarre pas. Qu'est-ce qui fait que ça démarre? C'est parce que c'est préparé par un moule. C'est dans un, vous voyez, c'est comme une sculpture, comme un truc à la cire perdue, si vous voulez. Bon, où finalement, il faut d'abord qu'il y ait le moule, et puis bon, peut-être vous fondez la cire qui est au milieu, qui était le départ, qui vous avait permis de faire
faire le moule, et après vous faites rentrer du métal en fusion qui va remplir le creux et qui va être la forme définitive. Bon, c'est une analogie comme une autre, si vous voulez. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui prépare en creux le passage à la parole, c'est-à-dire le passage à la métaphore. Bon, eh ben. Ça, à mon avis, c'est rendu possible d'abord par une compression, si vous voulez, par une espèce d'obligation, de forçage, et à une situation qui va préparer la parole. La parole, elle dit une seule chose, fondamentalement, au fond. Elle ne dit qu'une seule chose. Elle dit, on peut comparer le petit groupe au grand groupe, et c'est le grand groupe qui est notre vrai petit groupe. C'est la société qui est notre vraie famille. Nous allons mourir en utilisant déjà nos capacités d'héroïsme qu'avait d'ailleurs noté Darwin, en disant qu'il préférait d'ailleurs lui-même descendre d'un petit singe héroïque plutôt que d'un égoïste humain. Mais le problème, c'est que l'héroïsme, eh bien, il faut qu'il soit au service de quelque chose qui permette la survie collective. Et la survie collective, l'héroïsme ne sert à rien s'il n'y a pas un grand collectif. Il faut passer à un grand collectif. C'est la période, c'est le mot d'ordre avant la parole. C'est le mot d'ordre avant la parole. Passer à un grand collectif. Qu'enfin, nous puissions être plus nombreux que les voisins, parce que sinon, c'est eux qui vont nous tuer la gueule. Ils vont nous bouffer, ils vont nous tuer. Vous voyez, parce qu'il y a pas assez de... Vous voyez, l'oasis ou je sais pas quoi est trop petit, enfin bon, là... bon, et voilà, on est dans une steppe qui, pour le moment, avec des ressources appauvries. Il faut absolument que nous passions au grand groupe. On est forcé. Alors comment on le fait? Par le rite. On danse ensemble. On est ensemble au même endroit et on piétine, etc. Et on danse, etc. Et là, on prend le sentiment, vous voyez, on développe le sentiment d'un ensemble qui est plus grand que le petit groupe. Il y a déjà d'ailleurs des façons, y compris même chez les babouins, des relations entre les groupes, etc. Bien sûr, des accouplements, des choses comme ça. L'amitié des peuples qui se font par les femelles, etc. Bien sûr, tout ça est préparé de longue date. Mais la préparation stricte de la métaphore qui consiste à dire le vrai groupe, c'est le grand, la vraie famille, c'est le grand groupe, et ben ça, si vous voulez, il faut tout de même qu'il y ait une expérience durable. Mais durable, je veux dire qu'il faut que ça s'ancre, c'est-à-dire qu'il faut par exemple avoir envie de recommencer le rituel, il faut avoir envie de se réunir à nouveau et d'obtenir ce sentiment où on est tellement bien ensemble, etc. à beaucoup, alors qu'avant on se battait comme des chiens, vous voyez. Donc il faut que ça revienne, et pour que ça revienne, il faut qu'il y ait un site, et le site renvoie au rite, et le rite renvoie au site, le site parce qu'il y a des marquages, il y a des choses qui nous font nous souvenir que c'est là qu'il faut revenir pour pouvoir se sentir si bien ensemble, et on se sent si bien ensemble parce qu'on sait qu'il faut aller là, parce que c'est là, parce que la plupart du temps on est plutôt dispersé. C'est là que ça se passe, c'est là qu'en fait on retrouve cette espèce justement de puissance collective complètement enivrante. Et d'ailleurs on s'enivre, parce qu'on connaît déjà évidemment l'alcool, qu'on bouffe du lierre ou je ne sais quel champignon qui nous transporte ailleurs. On est dans une transe, et cette transe, si vous voulez, est quelque chose qui exprime quelque chose. Il y a quelque chose qui s'exprime, vous voyez, qui s'exprime. Et à force, un peu comme Groucho Marx, vous voyez, on rapproche le lieu de ce qu'on... espèce de machin. D'ailleurs, je le dis presque avec des sons brutaux qui sont pas besoin d'être dégrossis. Et on rapproche. Et puis, eh ben oui, mais c'est ça. Alors, c'est ça qu'on veut. On découvre ce qu'on veut en le faisant. Vous voyez? Qu'en faire, c'est dire, disait Austin. Sauf que le premier acte performatif, c'est performer avec tout le corps. C'est pas performer avec la voix, vous voyez, et avec la modulation vocale dans ce qu'on appelle un langage qu'on va inventer bien après. Au départ, il n'y a pas le langage. Il y a la parole. Et avant le langage, il y a la parole. Et avant la parole, qu'est-ce qu'il y a? La préparation, si vous voulez, du mécanisme même de la métaphore. Vous voyez, c'est-à-dire la comparaison. La comparaison, il y a cette chose-là, il y a cette autre chose, et nous voudrions voir que cette chose soit comme l'autre. Je le dis avec des phrases longues, mais au fond, l'expérience elle-même n'avait pas besoin de phrases, en quelque sorte, vous voyez. Sauf qu'elle avait peut-être besoin de chant, elle avait besoin de danse, elle avait besoin de répétition. Et la répétition, c'est déjà quelque chose comme une linéarisation, vocale. C'est-à-dire que la répétition, vous voyez que le piétinement, évidemment, toutes les capacités de danse du corps, etc., le chant, ce que Rousseau disait, parce que Rousseau avait largement compris avant les autres que l'origine de la culture humaine, c'était plutôt le chant. Vous voyez, donc, et le sentiment, bien sûr que c'est le sentiment d'être ensemble. Sauf que ce sentiment d'être ensemble, c'est par le sentiment, d'une certaine façon, que le raisonnement vient. C'est par le sentiment d'être ensemble que l'idée d'être ensemble, détaché de toute autre considération et de tout sentiment, vient. En fait, ce que nous voulons par ce sentiment, c'est produire de l'ensemble.
c'est produire de l'ensemble, vous voyez. Et on ne peut produire de l'ensemble que par comparaison avec le petit groupe qui est le lieu classique de notre existence sentimentale, c'est-à-dire le familier, notre petit groupe à nous, avec, vous voyez, le groupe utérin, le groupe des frères, des sœurs, autour de la même mère, etc., qui est extrêmement puissant, notamment chez les chimpanzés, qui sont proches de nous. Vous voyez, donc, où il y a déjà d'ailleurs cette dualité entre un espèce de vaste, de plus grand groupe en pointillé qui occupe un territoire plus vaste et des petits groupes uterins que visitent les mâles ou auxquels certains mâles sont attachés. Donc si vous voulez, il y a déjà cette espèce de dualité entre l'extérieur et l'intérieur, entre la façade, le groupe si vous voulez qui fait communauté vers l'extérieur et puis les groupements intérieurs plus familiers, les foyers en quelque sorte, foyers fiscaux. Et bon, donc il y a eu ça depuis très longtemps, mais pour pouvoir passer de l'un à l'autre et homogénéiser, oui, le plus grand, pour pouvoir avoir des effets tout simplement dans la bataille, hein, il faut des préparations, il faut des habitudes de longue date, mais il faut aussi une préparation, si vous voulez, au passage de l'un à l'autre, au passage sentimental. Et à ce moment-là, en quelque sorte, il faut inventer la catégorie, quoi. On est en train d'inventer ensemble la catégorie, et voilà. Alors ça, je m'attarde pas là-dessus, parce qu'on pourrait évidemment réfléchir à perte de vue sur les expériences en pensée, sur les moments préliminaires que nous ne retrouverons jamais, parce qu'ils ont complètement disparu. Vous voyez, ils ont été comme des pots dont on s'est débarrassé. Ils ont été complètement détruits par leur propre maturation dans ce qu'on appelle là. Combien de temps ça a pu durer? À mon avis, pas longtemps. Parce que, si vous voulez, il y a comme une espèce de déclic qui se fait. Vous voyez, vous comprenez? Est-ce qu'il faut une centaine d'années? Mais on n'est pas dans des espaces de temps très longs pour la bonne raison que il faut un suivi. Il faut vraiment que ça aboutisse. Or, il y a dû y avoir sans doute des tentatives multiples qui n'ont pas abouti, si vous voulez, à la production de la métaphore, c'est-à-dire la transformation. Alors, à mon avis, il faut 3 étapes, si vous voulez, pour produire de la métaphore. C'est-à-dire la métaphore telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. C'est la métaphore filée, mais par la phonologie. Par le larynx qui parle, qui articule justement des phonèmes différents, etc. Bon, dans un sens qui est quelque chose que l'on veut dire, vous voyez, ce que l'on veut dire. Bon, moi je crois que il faut le rite, c'est-à-dire l'être ensemble. Mais il faut un rite qui produise de l'être ensemble sentimental, mais de l'être ensemble qui ne dure pas. À un moment donné, il faut rentrer de la fête, il faut se disperser pour les bouffer, etc. Bon, donc on se disperse. Et puis après, ça revient. Donc, si vous voulez, il y a la question de régularité qui se fait, c'est-à-dire, ça revient tous les, premiers du mois, évidemment, un calendrier qui au départ va probablement se faire sous forme par rapport à la Lune, parce que justement il y a aussi le rythme. Vous savez, il y a un truc très étrange, c'est l'histoire de l'accord dans le temps des règles des femmes qui, quand elles sont ensemble, finissent par faire leurs règles ensemble. Ça, c'est un mystère. Personne n'a jamais compris, n'a jamais réussi à fournir une explication plausible, complète et vraiment, vous voyez, de cela. Moi, j'aurais une explication au fond, très partielle, si vous voulez, mais qui est que ça a probablement à faire avec le fait justement d'être ensemble au-delà du petit groupe et de privilégier ce moment comme un moment où précisément se produit une unité plus grande. C'est possible que nous donnions aux femelles, aux femmes, beaucoup plus que ce que l'on a dit jusque-là, quant à l'unité du grand groupe, justement. Avec d'ailleurs ensuite des paradoxes qui vont évidemment se constituer par rapport tout simplement au fait que chaque femme peut se voir comme mère d'un petit groupe à elle, un groupe utérin, et donc être portée en quelque sorte au nu notamment par un mâle alpha qui sera toujours le fils de sa mère, ce qui est le cas notamment chez les chimpanzés d'une façon absolument extraordinaire. Enfin bon. Donc ce lien particulier, évidemment, risque d'être atteint et un peu abîmé par le fait de vouloir être ensemble, ce qui fait que les mâles alpha sont encore plus en concurrence et que comment on fait, pour créer. Alors il y a l'histoire du mythe freudien, je n'y reviendrai pas là, mais on peut raconter un peu ce qu'on veut. Il y a des choses très intéressantes dans le mythe freudien de toute façon qu'il faut encore reprendre. C'est pas du tout idiot parce que sa fonction n'est justement pas de faire de la paléontologie, mais plutôt de comprendre ce qui se passe à chaque moment dans la constitution du groupe et dans les relations entre les parents et les enfants. Mais bon, je laisse ça de côté pour l'instant. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment est-ce que nous passons, je dirais réellement d'une préparation. Alors par le rite est lié au site parce qu'on va se réunir obligatoirement
plutôt de préférence dans tel endroit plutôt que dans tel autre. L'endroit va porter des traces, va faire mémoire, va faire monument. Vous voyez, et on va pouvoir écrire dessus, on va pouvoir mettre les mains dessus et faire, on va pouvoir, si vous voulez, fabriquer quelque chose qui est une sorte de démonstration que ça a bien déjà existé, que ça pourra encore exister, et que c'est pérenne. C'est-à-dire qu'on compense par le site le fait que le rite peut pas durer longtemps. Vous voyez, donc, et le site, lui, peut durer longtemps, mais c'est un endroit occupé par les fantômes, tant qu'il n'y a pas des gens qui viennent le réoccuper. D'où d'ailleurs l'importance des fantômes, c'est-à-dire l'importance des gens du passé, qui ont pu, n'est-ce pas, et d'ailleurs d'où le côté sacré, parce que le côté sacré, c'est qu'on va pas aller, en plus, s'attaquer et détruire l'endroit où des gens se sont réunis avant nous pour pouvoir faire exister cette totalité. Vous voyez, donc c'est ça qui est... Alors, il y a encore des choses dans les sociétés actuelles, hein. À Mayotte, il y a encore des endroits où, je sais pas, en Afrique, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont sacrés, parce que ils répondent du passé, c'est-à-dire du passé de cet ensemble, de cette capacité d'être ensemble. Moi, je crois que c'est ça. Hein. Alors après, on peut toujours ensuite aller voir en anthropologie ce que ça correspond pas, est-ce que bon. Donc le rite mène au site, mais le problème du site, c'est que c'est l'inverse du rite, c'est-à-dire que si vous voulez, il est pérenne, mais il est vide. Donc il faut bien l'occuper. Alors le problème, vous voyez, il y a un problème qui se pose, c'est que là on va dire, vous voyez, rite-site, et puis on va inventer un troisième terme, qui est le moyen terme, et le moyen terme, c'est l'humain lui-même, c'est-à-dire que c'est le corps humain. Le corps humain peut transporter du sacré, il peut toucher les endroits sacrés du site, et penser qu'il va lui-même, si vous voulez, s'accaparer, prendre les qualités sacré du site, et donc transporter le rite en quelque sorte en lui-même, en devenant lui-même dans son corps un site ambulant en quelque sorte, vous voyez. Et puis on peut imaginer que vous voyez, cette inspiration et cette possession lui permet de parler justement d'une façon particulière aux autres, peut-être parce qu'il a un rôle spécifique de chaman, peut-être aussi parce que c'est n'importe qui dans lequel peut s'incarner quelque chose, c'est plus ou moins démocratique, vous voyez, mais en tout cas, ce qui se produit, on imagine progressivement, c'est de la relation entre les individus. Et la relation entre les individus, quoi de plus, je veux dire, facile que la voix, parce que la voix, elle est portable, on peut l'utiliser tout le temps, elle peut être adressée à un, mais adressée aussi à beaucoup, elle peut avoir etc. Enfin, on voit bien que là, on a un instrument, là, on rentre dans la technologie, si vous voulez. Avec la voix, on rentre dans la technologie. C'est-à-dire, la technologie, c'est la facilitation. C'est la facilitation de quoi? Du but. Vous voyez? Alors, c'est là où il ne faut pas confondre l'appareil et la machine symbolique avec son but, qui est toujours la parole. La parole est le but permanent, vous voyez. Et après, on met à son service des appareils de symbolisation qui font que, par exemple, l'opposition des phonèmes, etc., et qui fait qu'effectivement, nous avons... si vous voulez, des machines en quelque sorte à produire des sens de plus en plus précis. Et alors là, on a effectivement, on pourrait dire l'invention du langage ou l'invention des langues. Et là, effectivement, c'est encore un autre problème, vous voyez, parce que il faut à ce moment-là rendre compte de l'extrême habileté des humains avant même de produire des objets utiles qui vont rester à produire de la parole. La production de la parole dans un langage articulé est une invention évidemment extraordinaire qui probablement à la fois précède et explique toutes les autres. Mais pour pouvoir expliquer cette capacité extraordinaire des humains à inventer une invention fantastique, à partir de la parole, précisément, ce qu'il faut, je crois, comprendre, c'est l'énergie qui pousse à ça. Il y a une énergie désespérée, vous voyez. S'il n'y avait pas cette énergie désespérée au sens d'énergie absolument désespérée, au contraire, portée toujours par l'espoir final de survivre grâce à ces nouveaux équipements, si vous voulez, je crois que l'intelligence pratique des humains ne s'explique que par cette espèce d'énergie fantastique, vous voyez, du perfectionnement, je dirais, des outils, non pas seulement de communication, mais des outils de l'être ensemble, si vous voulez, de production de l'être ensemble. Voilà. Et on pourrait même dire, d'ailleurs, probablement de poésie. Vous savez, c'est ce que disait Jacobson, qui était à la fois le linguiste de référence de Lévi-Strauss et puis un ami de Lacan, qui disait que finalement, le but de l'organisation de la langue, c'était la poésie. Poésie, c'est-à-dire la production, la création permanente, si vous voulez, la création permanente. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, si vous voulez, cet objet mystérieux du désir, cet objet mystérieux de la création qu'on veut tout le temps créer, et qui va pouvoir prendre des formes pratiques, et les formes de nouveaux instruments, une inventivité technique, une inventivité pour la parole également, vous voyez, ce qui sera ensuite reçu, je dirais, dans le trésor des signifiants, voilà, dont parle Lacan. Moi, ça, je crois que c'est produit par l'extraordinaire urgence de toujours, si vous voulez, se dépasser pour
pour créer cet être ensemble qui est finalement toujours un peu mythique, auquel on n'arrive jamais, où il y a toujours quelque chose. Et vous voyez, et alors ça vient d'une pression extérieure, mais ça va venir aussi d'une pression intérieure. Alors pourquoi? C'est là où il faut passer à une deuxième étape, si vous voulez. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe dans cette deuxième étape, une fois, je dirais, la métaphore établie, déjà dans une certaine complexité, grâce au choix de soutenir, si vous voulez, l'expressivité humaine par la codification dans ce qu'on appelle un langage, enfin dans ce qu'on appelle finalement effectivement une sémiotique. C'est vrai, oui, il n'y a pas de raison de le nier. Eh bien, je crois que l'énergie s'explique, si vous voulez, par un trait particulier de la parole qui est de produire du paradoxe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Au départ, vous avez une métaphore. Comparaison. La grande famille, le grand groupe, c'est, pour parler d'une métaphore orchestrale, pour reprendre l'expression de Châtelet, qui compte, parlons du sociétal, parlons de la grande société toujours la plus vaste, celle qui permet l'organisation la meilleure, et face à l'extérieur. Bon. Fabrication d'un peuple, fabrication de tout ce que vous voulez. Bon, d'un être ensemble plus grand, qui intègre également l'exogamie, qui permettent tout de même de se marier entre soi sans être rempli de tares génétiques, etc. Bon. Ce groupe-là, on n'arrive jamais finalement, si vous voulez, à le définir entièrement. On n'arrive jamais à savoir exactement quelles sont ses limites. On va confier ça à des chamans, à des dieux, à des princes, etc. Mais de toute façon, c'est tout de même difficile. Mais le problème n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que quand vous parvenez à un être ensemble, si vous voulez, je dirais le plus perfectionné possible, vous avez un phénomène à ce moment-là qui se produit, qui est le phénomène du paradoxe. Le phénomène du paradoxe, c'est que vous aboutissez à une formulation qui est finalement quelque chose comme celle-ci: je dois être libre d'être esclave. Enfin, je dois être libre de participer. On me demande de rentrer dans la mentalité, dans les valeurs, dans le système, dans les pratiques qui produisent le grand groupe, par le rite, mais on me demande, c'est-à-dire que si je ne le fais pas, je suis un traître. Ce qui veut dire que j'ai la liberté d'être un traître, et de partir du groupe aussi, si je veux. Et je dirais que ça fixe, ça désigne ce point de liberté comme un point crucial. D'où d'ailleurs, par exemple, les phénomènes probablement d'initiation qui vont concerner les jeunes pour pouvoir peaufiner cette alternative. Mais là, on a l'effet de faille, parce que être libre d'être sujet, c'est tout de même un paradoxe. Vous voyez. Alors, mais en même temps, sans liberté imputée au sujet, vous n'avez pas de participation. Il faut bien que la participation s'appuie sur quelque chose qui a l'air de venir de lui-même, en quelque sorte, vous voyez. Bon. Et donc là, vous avez une véritable contradiction qui va tourner au paradoxe. La question du paradoxe, c'est la question la plus difficile à aborder dans la question de la parole. Parce que, si vous voulez, justement, on est très proche du paradoxe, et donc on commence à bégayer, le bégaiement des maîtres dont parlait un ami, qui est devenu depuis un très grand moraliste sur la place de Paris, Dany Robert Dufour. Il parlait de ça, vous voyez, du bégaiement des maîtres. Mais il n'y a pas que les maîtres qui bégayent, tout le monde bégaye. Quand on s'approche du paradoxe, on bégaye. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment, vous voyez. Alors, comment on fait pour bégayer? Je vais vous donner un exemple de bégaiement. C'est le paradoxe du crétois menteur. Le crétois menteur dit je mens. Attends, il est menteur et il dit je mens. Ça veut dire que quand il dit je mens, il ment. Donc s'il ment, c'est qu'il dit la vérité. Mais s'il dit la vérité, dire la vérité, c'est qu'effectivement il ment, puisqu'il est menteur. Mais s'il ment, c'est qu'il dit la vérité. Donc, c'est qu'il ment, etc. Et voilà un des premiers bégaiements historiques qui a d'ailleurs fini par rendre les logiciens malades, et notamment Frege, vous avez une fameuse interpellation par Russell, par Bertrand Russell sur... vous voyez, donc c'est très connu cette histoire-là, mais ces mythiciens ont rencontré leur premier grand échec devant les perfides albionnais, qui leur ont juste fait remarquer que on pouvait pas faire un signe, ne pouvait pas véritablement se représenter lui-même, parce que il y avait un moment donné où quand on est dans l'autoréférence, on aboutit sur le paradoxe du type crétois menteur. Alors, si vous voulez, il n'y a pas tellement de façons d'échapper au paradoxe. Quand vous êtes là embarqué là-dedans, c'est pour l'éternité, comme dirait le joueur de Go avec la figure du Ko,
qui est la figure de l'éternité précisément. Je rentre pas dans les détails, que ceux que ça intéresse à y voir, c'est assez facile comme problème, c'est des choses qu'on peut apprendre dès les premières heures du jeu de Go. La figure de l'éternité, bon, c'est-à-dire que vous êtes dans un bégaiement social. Vous voyez, c'est une espèce d'éternisation du même geste, bon, qui vient justement de l'autoréférence. Parce que dans l'autoréférence, c'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme quand Dieu, le Dieu des Hébreux, dit Yesh et Cher Yesh, c'est-à-dire je suis celui qui suis, ou suis celui suis, je suis celui qui suis. Oui, d'accord, sauf que justement, c'est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Donc la chose qu'on peut dire, c'est de toucher Dieu par ses modes. Par le fait qu'il est magnanime, qu'il est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est totisapient, etc. Et on peut, voilà, mais vous n'arriverez pas à aller au cœur justement de l'autoréférence, parce que l'autoréférence, elle ne dit rien. Elle ne dit rien, elle est vide, elle est vide ou pleine, mais en tout cas, il y a pas donc la parole disparaît. Donc d'une certaine façon, le problème de la parole, c'est que si elle veut se poursuivre, elle doit échapper au paradoxe qu'elle a elle-même produit comme son propre but. Donc son but, c'est de parvenir à l'autoréférence, c'est-à-dire un groupe qui n'a pas besoin, d'une certaine façon, de se légitimer par rapport à d'autres pour pouvoir être. Je suis celui-ci qui suis, à la limite, c'est le grand groupe, c'est-à-dire la Shekhina, comme diraient les kabbalistes de Dieu, c'est-à-dire en fait la résidence de Dieu, c'est Dieu. La résidence de Dieu, c'est Dieu. Et à la limite, si on transfère à partir des motivations des gens, eh ben, c'est le peuple qui est la résidence du peuple. Oui, sauf que, voilà, la société, c'est la résidence de la société, la société, c'est la société. Mais si vous avez rien pour pouvoir comparer la société à autre chose qui permet de dire la société, c'est mieux que, vous voyez, c'est tout de même mieux, voilà, vous pouvez plus parler. Et si vous pouvez plus parler, y a tout de même quelque chose qui se passe à ce moment-là. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout ce qui vient avec la parole, c'est-à-dire par exemple la liberté du sujet, enfin la liberté, la liberté d'être assujetti, disparaît, c'est embêtant parce que vous avez tout de même l'impression dans cette faille d'avoir trouvé quelque chose, vous pouviez un peu respirer, mais en même temps dans l'intelligence sociale qui a été créée par la parole, c'est-à-dire le trésor des signifiants, le jeu, l'inventivité, enfin bref, le plaisir tout simplement d'être dans la culture humaine. Donc, si vous voulez, le paradoxe nous confronte avec le fait d'abandonner ce qui a été commencé avec la parole. Donc soit on régresse à l'animal, soit on progresse vers le robot. Mais enfin ça nous emmerde, on préférait rester humain, vous voyez, entre les deux, c'est-à-dire de continuer à parler. Voilà, en gros c'est ça. On a envie de continuer à parler. Or pour continuer à parler, la seule chose que vous pouvez faire, c'est sortir du paradoxe. Pour sortir du paradoxe, vous êtes obligé de sortir de l'autoréférence. Pour sortir de l'autoréférence, vous pouvez le faire en gros que par, je dirais, comment dire, au départ on pourrait dire par 3 voies différentes. Bon, alors les 2 premières voies sont des voies qui se situent dans le voisinage du paradoxe, et où le paradoxe est coupé, si vous voulez, en 2. C'est-à-dire que soit on choisit, je dirais, de le redéployer et donc de recréer une différence interne dans l'espace, soit dans le temps. Bon, dans le temps, ça peut être par exemple justement une sorte de comment est-ce qu'on pourrait dire d'humanisation du phénomène de répétition ou de bégaiement. C'est-à-dire qu'on va faire du bégaiement quelque chose qui sortirait du paradoxe par un effet de sacralisation de la répétition, en quelque sorte, vous voyez. Et donc à ce moment-là, c'est par la musique, vous voyez, vous faites un rythme, A, B, etc. Alors, vous le déployez dans le temps. Vous déployez dans le temps, et en même temps, vous évoquez la rencontre, et vous tournez autour de la rencontre impossible, justement, des deux éléments, dont l'un fait éclipse à l'autre, Donc vous avez, par exemple, le phénomène des éclipses, vous avez le phénomène... Enfin bref, vous êtes tout de même fasciné par le temps, mais par une rencontre qui est à ce moment-là idéalisée comme rencontre merveilleuse, extraordinaire, hystérique, on va dire, là, une espèce de chose fantastique de la rencontre, instantanée, mais demain, c'est fini, l'autre a disparu. Parce que tout est rentré dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il a été absorbé par le pôle dominant. Vous voyez, le soleil a fini par l'emporter, etc., etc. Voilà. Vous avez des tas de mythes, vous voyez, qui en fait illustrent ce phénomène-là, la transposition du paradoxe vers le temps. Puis vous avez la transposition du paradoxe vers l'espace. Vers l'espace, vous avez l'intérêt, je dirais toujours pareil, avec le site par rapport au rite, d'avoir quelque chose qui est contemporain, et vous avez 2 éléments qui sont face à l'autre, face les uns aux autres dans un même endroit, vous voyez, mais ils sont séparés par l'espace. Parce que s'ils fusionnent, alors là, c'est l'explosion, ou l'implosion. Mais donc, à ce moment-là, vous fuyez le paradoxe du côté de l'espace,
en organisant quelque chose, en rangeant. Et vous êtes en gros dans le rangement qu'on va appeler le rangement obsessionnel, c'est-à-dire vous rangez, vous vérifiez, vous revenez sur vos pas, etc. Mais il y a un espace de contemporanéité dans lequel vous avez l'impression que, en quelque sorte, c'est le fait d'avoir supprimé le temps et d'avoir considéré exclusivement l'espace qui permet la rencontre. Mais c'est une rencontre fausse, puisque c'est une rencontre qui est organisée à partir de la bonne distance que vous mettez entre les éléments qui, normalement, devraient tout faire sauter s'ils étaient rapprochés, comme la bombe atomique. Vous voyez, c'est les éléments critiques, vous les rapprochez pas, quoi, vous les gardez éloignés. Mais cet éloignement contemporain permet d'imaginer, d'une certaine façon, quelque part, que la contemporanéité vaut pour l'unité, vaut pour l'union, vous voyez. Bon. Ça c'est du côté. Mais vous avez également une troisième voie qui est de quitter carrément le voisinage du paradoxe et de revenir à la métaphore. Vous revenez à la comparaison. Alors, souvent les trois mouvements se font, et puis vous pouvez revenir à la métaphore aussi à partir du temps et à partir de l'espace. Bon, donc, mais vous pouvez aussi essayer d'y revenir plus directement en quittant justement, je dirais, peut-être en recommençant ailleurs, je ne sais pas. Vous voyez, enfin, vous quittez, si vous voulez, cette espèce de nœud gordien hein, ou cette espèce de moment insupportable de l'autoréférence où vous pouvez plus parler parce qu'il n'y a plus rien à dire étant donné que vous êtes arrivé à votre but. Vous voyez, donc, vous reprenez les choses différemment, et j'ai l'impression, si vous voulez, que ces trois modalités expliquent en gros la créativité humaine. C'est-à-dire que ce sont des efforts désespérés, à la fois pour sortir du paradoxe terminal, et pour recommencer l'affaire, dans des tentatives, si vous voulez, des fictions, si vous voulez, qui se racontent en fait l'histoire, vous voyez, d'une certaine façon ou d'une autre. Vous recommencez en fait en permanence, mais sous des modalités différentes, qui font que vous avez l'impression d'une évolution éventuellement. Et d'ailleurs, de fait, effectivement, comme vous allez toujours tout tenter en même temps, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes une multitude, et dans cette multitude, il y a toujours des gens pour préférer le temps, d'autres pour préférer l'espace, d'autres pour revenir aux expériences primitives de la métaphore, d'autres pour faire ci, pour faire ça. Et cette espèce de côté stellaire, si vous voulez, de l'expérience humaine, je dirais post-paradoxe, fait qu'en fait, vous avez une explication parfaite, je dirais, de la créativité humaine. Parce que vous allez dans tous les sens pour trouver dans tous les sens une solution à quelque chose qui vous semble impossible. Vous voyez. Et alors évidemment, la solution va se révéler folle aussi, elle va se révéler aussi impossible, parce que c'est pas vrai que vous pouvez traduire, je dirais, l'idéal d'unité, de fusion, etc., dans la séparation dans un site. Vous avez toujours les fantômes vous avez toujours le fait que c'est vide, une église est vide, où sont les fantômes, etc. Bon, vous voyez, et puis vous avez la question donc du temps, où l'instant c'est magnifique, mais après l'instant, il n'y a plus rien. Donc, insoutenable légèreté de l'être, d'accord, mais enfin, si vous devenez un ballon sonde, vous en allez dans les espaces fuligineux, bon, je veux dire, vous avez raté votre coup, effectivement, c'est le réveil. Vous savez, ces histoires des deux rabbins qui sont à moitié paf, ils ont bu beaucoup de vin le soir, ils discutent entre eux, et puis ils ont décidé de discuter sur le fait qu'ils s'entendent finalement sur le fait que Dieu n'existe pas. Ou alors il dit ouais mais de toute façon c'est vrai, bon il n'existe pas, c'est pas possible, etc. Bon. Ils sont donc tout à fait d'accord, ils ont réussi à démontrer que Dieu n'existait pas, donc etc. Ils s'endorment. Puis le lendemain il se lève et il y en a un qui part, il dit où tu vas? Bah il dit bah je vais à la synagogue, hein, il y a tout de même là, on est Shabbat, je suis désolé mais il faut que j'y aille. L'autre lui dit mais je croyais qu'on avait décidé que Dieu n'existait pas. Et alors il y a à ce moment-là l'autre lui répond oui d'accord mais Dieu il le sait pas. Voilà, bon, enfin, c'est le genre d'histoire juive, c'est assez amusant, mais bon. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement quelque chose comme ça, c'est que vous avez beau trouver une solution, de toute façon, la solution va toujours s'avérer limitée, et il y a le retour de quelque chose qui revient à sa place, le réel revient à sa place. Alors, Dieu, c'est quoi, là? Dieu ne le sait pas. Bah, juste, on pourrait même prendre ça au pied de la lettre. Dieu sait pas, il sait rien. C'est-à-dire que Dieu, c'est le paradoxe. Vous voyez, c'est l'endroit, cette fusion qu'ont énormément approché les mystiques, par exemple. Mais regardez les mystiques rénants, avec Maître Eckhart, je dirais, mais aussi après les gens de Strasbourg, les Magdebourg, etc. Les hommes, les femmes, bon, qui vont en fait, beaucoup, je dirais, développer les thèses de Maître Eckhart. Bah, Maître Eckhart, au fond, qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche deux choses. On lui reproche, d'avoir expliqué ses idées en langue profane allemande, et non pas l'avoir pas réservé en latin à quelques experts. Ça, c'est le premier gros reproche. Le deuxième, c'est qu'il bute tout le temps sur le paradoxe, des formules paradoxales. Et Dieu est en moi, mais moi je suis en Dieu. Bon, des choses comme ça. Bon, et tout le temps dans le paradoxe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le lieu de la fusion rêvé par les humains pour produire du grand groupe, le plus grand groupe possible, etc. Eh bien, il est nécessairement quelque chose qui devient paradoxal parce que ou bien on ne peut plus parler,
Lorsque le paradoxe disparaît, vous pouvez toujours, évidemment, vous parlez plus, mais si vous parlez, vous êtes plus humain. Bon. Mais si vous continuez à parler, vous ne pouvez exprimer la chose que d'une façon paradoxale. Vous voyez ? Seulement, dès que vous l'exprimez d'une façon paradoxale, le paradoxe est déjà, en quelque sorte, en voie de dépassement. Vous êtes toujours en train de le dépasser d'un sens dans un autre. Vous voyez ? Alors, par exemple, si vous dites Dieu est en moi, moi est en Dieu, en gros, vous faites une espèce de mandala un petit peu, vous savez, avec yin et yang, enfin quelque chose comme ça, quoi, où vous jouez avec les mots et en même temps ça représente quelque chose, mais dans le temps déjà, parce que déjà le temps que vous sortiez la phrase, il y a déjà deux termes qui sont distanciés à la fois par l'espace de l'écriture, par exemple, et l'espace du temps. Donc, c'est plus tout à fait un paradoxe. De même, d'ailleurs, si vous réfléchissez au paradoxe du crétois menteur, le paradoxe ne tient en tant que tel, c'est-à-dire dans l'autoréférence, que si vous maintenez le principe de la plus pure autoréférence. C'est-à-dire, c'est bien le crétois qui parle, il parle de la même chose quand il dit je mens et quand il parle, c'est-à-dire il fait autre chose que dire je mens. Il raconte des histoires, il invente des choses, il fait la philosophie, etc. Il passe pas son temps à dire je mens. Et bon. Et si vous pensez que c'est le même sujet, alors en ce cas-là vous avez affaire effectivement au paradoxe qui revient sous forme de répétition et de bégaiement, mais en réalité, vous pouvez très bien déconstruire cela. Alors là, il faut un Derrida, un mécanicien, on va vous déconstruire ça, monsieur, ça va pas vous coûter cher. Et alors donc, il y a Derrida qui arrive et qui commence à démonter le truc. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Je mets à sa place le pauvre, il se retournera peut-être dans sa tombe. C'est très simple, au fond, monsieur. Voilà, je vais vous dire une chose. Quand le crétois menteur dit « je mens », il ne fait que refléter l'opinion commune. Autrement dit, il n'est pas sujet de sa propre pensée. Il est sujet de l'opinion commune. Et à ce moment-là, on dit que je mens. Et oui, effectivement, c'est vrai. Mais quand il dit c'est vrai, il se raccorde à l'opinion commune. Mais ça l'empêche pas ensuite de dire des choses dont on ne saura jamais rien. Et on ne saura jamais si c'est de la menterie ou pas de la menterie. On n'aura même pas de pouvoir de juger. Donc il faut juste diviser le sujet en deux. Le sujet qui est en fait complètement assujetti à la parole commune, et le sujet qui est le sujet propre de Épiménide de Crète, qui lui, il dit des choses, je ne sais pas s'il ment ou s'il ment pas, mais en tout cas ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Et donc le paradoxe ne tient que si nous voulons qu'il tienne. Et nous voulons qu'il tienne, et comment nous faisons pour vouloir que ce paradoxe tienne ? Eh bien c'est très simple, nous le faisons exister à travers cette fiction de l'unité du sujet. Voilà. C'est le même sujet qui parle, etc. Non, c'est pas vrai. En tant que membre de la communauté qui juge les crétois, Épiménide se juge lui-même. Et après, il raconte ses propres histoires qui fait que peut-être qu'on le prend pour un menteur, mais lui, il a des choses à dire. C'est deux sujets différents dans le même homme. Voilà. Et à ce moment-là, la question du paradoxe est réglée. Sauf qu'on a coupé le bonhomme en deux, c'est-à-dire qu'on a spatialisé le bonhomme, si vous voulez. Il y a deux bonhommes différents dans la même personne, et ces deux personnes différentes, on a l'impression que c'est le même. Bon. Si vous retirez cette impression que c'est le même, à ce moment-là, vous avez réglé votre paradoxe. C'est tout simple. Vous voyez. Là, vous l'avez réglé dans l'espace. Mais vous pourriez aussi le régler dans le temps. Vous pourriez dire, un jour, il ment, le lendemain, il dit la vérité, etc. À ce moment-là, vous êtes un peu... je dirais que la façon dont on exprime le paradoxe du crétois menteur, c'est déjà un choix pour la temporalité. Vous voyez. Voilà. Donc vous avez cette espèce d'alternance comme ça, de scintillement en quelque sorte. Vous voyez. Bon, mais c'est un choix. Bon, c'est un choix. Et on peut aussi choisir l'autre solution qui me semble plus éclairante, si j'ose dire, que le scintillement, paradoxalement. On est carrément dans le paradoxe. Bon, qui est justement la spatialisation. Voilà. Donc, si vous voulez, vous voyez là deux façons. Alors, la façon, si vous voulez, la plus radicale, c'est de s'éloigner complètement du paradoxe, d'oublier tout ça, vous voyez, et de repartir de la comparaison. Alors, le problème, maintenant, et je reviens à mon histoire d'histoire de l'humanité, qui est extrêmement ambitieux, mais c'est même ça dont il s'agit, avec la culture monde, c'est que, quand vous arrivez à la culture monde, vous êtes complètement les deux pieds, les deux mains dans dans le paradoxe, voilà. Pourquoi ? Parce que au-delà de la culture monde, qu'est-ce que vous avez ? Rien. L'humanité, c'est l'humanité qui est là. On peut toujours substituer au mot humanité le mot société, le mot. Mais alors, d'ailleurs, ce qui est très étrange, c'est que quand vous substituez à l'humanité le mot société, vous faites une catacrèse parce que catacrèse, vous savez, c'est comme ça un détournement du sens du mot au départ, ou plutôt, je dirais, une encryption, enfin, un encryptage du sens primitif du mot dans un nouveau mot qui contient en même temps le souvenir de l'ancienne signification, mais qui est utilisé dans un sens complètement différent. Vous avez complètement oublié le premier sens du mot. Vous voyez, les exemples classiques, c'est saupoudrer avec du sucre. Parce qu'on peut pas saupoudrer avec du sucre, puisque sau, ça veut dire sel.
Donc vous poudrez avec du sel et du sucre, enfin qui est du sucre. Là, il y a un paradoxe, etc. Donc, si vous voulez, vous avez dans la catachèse, je dirais la possibilité, enfin le souvenir déjà d'un paradoxe, mais il faut que vous réveilliez le paradoxe. Faut vous souveniez que so veut dire sel pour qu'il y ait un paradoxe. Sinon, vous avez dépassé le paradoxe. Vous l'avez enfoui complètement, vous voyez. Bon. La catachèse, on pourrait dire que c'est la solution coutumière pour régler les questions du paradoxe. Vous oubliez le sens premier et vous l'enfouissez en quelque sorte, vous l'encryptez tout en le conservant dans une signification nouvelle. Alors, pour moi, en général, alors par exemple, si vous prenez le discours d'Obama qui dit dans notre société, et il parle du monde, nous ne pouvons pas tolérer que des dictateurs, n'est-ce pas, censurent les gens. Bon, un truc comme ça. Il avait dit ça quelque part. Ce qui veut dire qu'en gros, il n'y a pas des sociétés dont des sociétés dirigées par des dictateurs, il y a la société monde, et puis dedans, il y a des grumeaux qu'on va appeler dictateurs, vous voyez, et puis il faut dissoudre parce ils font tout de même chier. Il faut faire la police, si vous voulez. Bon, mais il n'y a pas l'idée que le mot société signifie aussi 4 personnes jouant aux échecs et formant une petite société, comme on dit, vous voyez. Il n'y a plus cette idée-là, de sorte que moi je prévois que rapidement, 50 ans, 100 ans, 200 ans, je sais pas, bon, on finira par utiliser le mot société seulement, exclusivement pour la société monde, parce que il y aura que celle-là. Oui, alors vous pouvez toujours dire comme René Cassin, lorsqu'il a inventé la Déclaration universelle des droits de l'homme en 48, formation de l'ONU, la grande famille humaine. Vous voyez, la grande famille humaine. Alors là, c'est vraiment deux catachèses. Bon, parce que l'humanité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'espèce? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'espèce ou est-ce que c'est la couche humaine qui vit à la surface de la planète à un moment donné? Ou est-ce que c'est, vous voyez, bon, et puis quant à la société, est-ce que c'est la société du jeu de boules, ou est-ce que c'est, ou du jeu de paume, ou est-ce que c'est, justement l'humanité. Enfin bref, on voit bien qu'on s'approche du paradoxe. Vous voyez, on voit bien qu'on commence à plus savoir de quoi on parle, et que peut-être la notion même de parler à ce propos-là commence à être mise en danger. Vous voyez, d'où d'ailleurs probablement des phénomènes de reflux. Et je crois qu'il faudrait interpréter assez rapidement ce qui va se passer dans l'humanité dans les 50 ou 100 ans à venir, largement sous l'angle de phénomènes de reflux et de mascaret. C'est-à-dire qu'il y a la tendance toujours qui continue à produire de l'unité, de l'unitarisme, de lunaire, etc., de l'unitaire, de lunaire, etc., de l'unicitaire, mais en même temps, il y a des reflux parce que ça produit justement des effets, je dirais des effets ordinaires, sauf ces effets ordinaires sont développés au niveau même de la planète. Alors par exemple, on peut peut-être considérer que certains de ces effets sont salutaires. Par exemple, la prise de conscience des questions de l'environnement, destruction de la planète, d'une planète dont on peut pas sortir. En même temps, bon, comment on va faire pour, est-ce qu'il faut voilà, et probablement que ceci va nous conduire paradoxalement à tenter de sortir de cette situation en même temps qu'on sort du paradoxe, c'est-à-dire peut-être d'arriver à ce que j'appelle la pluralité. Alors ça, c'est ce dont je rêve depuis des années, mais c'est-à-dire la pluralité comme solution au paradoxe. C'est-à-dire que on peut pas rester dans cette espèce de fusionnalité indéfinissable et dans une autoréférence impossible, vous voyez. Par conséquent, on va être probablement obligé d'en sortir tout en restant à la surface et tout en restant évidemment dans les mêmes conditions, puisque l'humanité va pas être moins unie d'une certaine façon, mais peut-être qu'il faut produire une pluralité qui permette de reconstituer dans les conditions quasi paradoxales de l'unité suprême et de l'autoréférence universelle, vous voyez, de produire en fait de la capacité de comparaison, de dire ouais, cette façon de vivre elle est meilleure que la mienne, etc. Ouais, ou moi je préférais vivre de tel âge à tel âge dans tel type de société, et puis je préfère, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on va revenir aux nations, parce que les nations sont des espèces d'antification, de globalisation, d'unification, de standardisation à des échelles inférieures, et que pour l'instant elles servent surtout de relais et d'arrondissement, je dirais, du grand système global. Donc c'est une espèce de rangement, si vous voulez, de la société monde, les nations aujourd'hui. C'est une catégorie qui correspond à une catégorie de rangement, de contrôle d'ailleurs, puisque les services secrets, les services qui manipulent les informations sur les individus, sur les personnes, sont en général organisés au niveau encore des nations. Donc c'est des nations dites souveraines. Donc on a encore ce faïençage, si vous voulez, de la planète, mais probablement qu'il est amené évidemment à, je dirais, non pas se dissoudre, mais devenir organique, c'est-à-dire constituer des relais simplement, et pas du tout des systèmes qui peuvent s'opposer les uns aux autres, ou de moins en moins, avec
avec moins de possibilités de mouvement. Peut-être que Daesh est encore justement une des choses qui existent parce qu'il y a un retard à l'allumage, parce que les sociétés nomades encore naguère sur les sociétés qu'on n'a pas réussi à fixer dans les entités nationales définitives, etc. Voilà, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est jamais que des épiphénomènes dans l'histoire. J'ai pas dit détail, hein, j'ai dit c'est-à-dire que c'est un phénomène secondaire par rapport au phénomène global de l'unification. Vous voyez, bon, pas secondaire, mais je veux dire c'est un phénomène qui dépend d'une certaine façon lui-même du phénomène de l'unification. C'est déjà une sorte de réaction sur l'unification, mais peut-être tardive puisque ils ont sauté en quelque sorte l'échelon du système national moderne, etc. Voilà, démocratique soi-disant, etc. Vous voyez, bon, donc moi je pense qu'on va être forcé de considérer la question de la pluralité comme la nécessité du retour à la métaphore, c'est-à-dire de pouvoir comparer des façons d'exister. Et mon idée, c'est que ça va se faire selon des grandes lignes, non pas fractales, mais des grandes lignes non pas de fracture, mais des grandes lignes de différence, de comparaison possible entre des façons d'exister. L'une, par exemple, plus mécanique, l'autre plus naturelle, l'une plus urbaine, l'autre plus... vous voyez, enfin des choses comme ça. J'avais fait des hypothèses au titre de ce que j'avais appelé à un moment donné la démocratie des passions. Parce que la passion me semble bien... la passion qu'on retrouve dans la passion créative, d'ailleurs, vous voyez. Mais la passion collective, c'est pas une chose qui peut se faire sur n'importe quoi, vous voyez. Donc... je sais pas, si on prend la passion qui s'organise au moment du nazisme, c'est-à-dire une passion d'une espèce d'identité raciale, etc., et culturelle, germanique, bon, on voit bien que ça tient pas le coup. Vous voyez, donc, effectivement, d'ailleurs, c'était une stupidité rare, tout en étant d'une méchanceté absolue. Bon, ça peut pas tenir. Par contre, vous pouvez imaginer que vous ayez un peuple plus écologique, qui dispose d'une espèce de fraction de la planète, ou vous voyez, de espèce de diaspora, ou de système de liens des forêts entre elles, je sais pas quoi. Vous savez, le lien entre les forêts était un truc qui obsédait Lévi-Strauss, qui était d'ailleurs est devenu bourguignon un temps et qui imaginait qu'il pouvait partir à pied de chez lui et enfiler, si j'ose dire, des forêts de chez lui jusqu'au fond de l'Allemagne, jusqu'au fond des pays de l'arc alpin. Et il avait raison, et c'est vrai que ça fait rêver. Et moi j'aime bien les rêves de Lévi-Strauss, sont sympas des fois. Et voilà, on peut imaginer, si vous voulez, qu'il y ait effectivement une espèce de planète des forêts, vous voyez, qui comme ça, que l'on peut et qui aurait une certaine souveraineté, vous voyez, même si elle traverse des nations établies, choses comme ça. On peut à ce moment-là rêver toutes sortes d'agencements. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est de considérer que la pluralité est probablement la seule solution. Évidemment fictionnelle, c'est une fiction comme une autre, comme celle qu'on a produite, mais une fiction qui corresponde à l'état universel, c'est-à-dire que parce qu'il y a universalité, il y aura pluralité, c'est obligatoire, parce que sinon on peut plus parler. Alors ou bien c'est ça, ou bien on se robotise. Voilà, en gros c'est ça. On se robotise, on devient tous des petits robots du même système universel d'information qui nous tiendra jusque dans l'intimité la plus absolue, c'est-à-dire en tant que sujet, quoi. Et donc la destruction du sujet, puisque pour pouvoir être un sujet, il faut tout de même être quelqu'un qui choisisse d'être un sujet. Il ne faut pas oublier que la parole oblige à ça, nous oblige à être libre, d'une certaine façon. C'est la faille de la parole. La parole, c'est la faille de la parole. Voilà. Bon, écoutez, au fond, d'ailleurs, puisque la parole, c'est la faille de la parole, autant faillir tout de suite et m'arrêter ici. Je vous remercie, et j'espère à la prochaine fois, mais pas en tant que robot, hein. Allez, adieu.